Autant de monades, autant de mondes pourrait-on dire. Comment comprendre l'unité du monde? Si chaque monade est enfermée en elle-même, ne devons-nous pas parler de la prison de Leibniz, mais des prisons de Leibniz? Tous les êtres vivants sont-ils en prison dans leur propre système de perception, les plantes en prison, les animaux en prison, les hommes en prison? Le monde serait-il un agrégat infini de prisons? À ceci, Leibniz répond avec la théorie de l'harmonie préétablie. Pour lui, Dieu a réglé en les créant toutes les monades, en les accordant les unes avec les autres. Toutes les monades sont reliées entre elles et au monde. Tout est lié dans l'univers. 56. Or, cette liaison ou cet accommodement de toutes les choses créées à chacune et de chacune à toutes les autres fait que chaque substance simple a des rapports qui expriment toutes les autres et qu'elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l'univers. L'expression miroir vivant perpétuel de l'univers est étrange. La monade est un miroir, mais non certes un miroir qui reflète un objet extérieur face à elle. C'est un miroir qui possède en lui-même toutes les images du monde. Ce miroir est vivant car la monade a en elle un appétit, une tendance à changer. Ce miroir est perpétuel car la monade étant simple, elle ne peut mourir par décomposition. Et elle reflète l'univers car tout étant lié dans l'univers, même si elle perçoit une infime partie de façon consciente, cette infime partie est liée au tout qui explique son existence et son état présent. En quel sens peut-on dire que les monades sont liées? Tout d'abord, les monades semblent agir les unes sur les autres. Ce qui est action chez une est passion chez l'autre. Leibniz avait pris l'exemple des chiens et du bâton. Par exemple, quand on montre le bâton aux chiens, ils se souviennent de la douleur qu'il leur a causée et crient et fuient. Si je lève le bras et que je montre le bâton à un chien, il fuit. Cela ne signifie-t-il pas que j'ai agi à distance sur le chien qui, me voyant, a pris peur et a fui? En somme, ma monade spirituelle a agi sur sa monade animique. Mon esprit a agi sur son âme. Ceci semble confirmé par Leibniz dans un premier temps. 49. La créature est dite agir au dehors en tant qu'elle a de la perfection et pâtir d'une autre en tant qu'elle est imparfaite. Ainsi, l'on attribue l'action à la monade en tant qu'elle a des perceptions distinctes et la passion en tant qu'elle en a de confuses. Mon esprit, qui a décidé de lever le bâton, a agi sur l'âme du chien, qui s'est souvenu de la douleur et a fui. L'action est du côté de mon esprit et la passion du côté de l'âme du chien. De plus, la distinction est de mon côté. Je sais que le chien va avoir peur du bâton, même si je n'ai pas l'intention de le frapper, et la confusion de son côté, le chien se trompe en croyant que je vais le frapper, ignorant mes intentions. Mais si les monades agissent les unes sur les autres, il faut donc qu'elles soient dans une relation extérieure, en un mot qu'elles sortent d'elles-mêmes. J'agis sur le chien qui est dans le monde extérieur et le chien me fuit en tant que je suis pour lui une menace extérieure. Leibniz rappelle de suite que les monades demeurent bien closes sur elles-mêmes malgré l'apparence d'action et de passion externe. 51. Mais dans les substances simples, ce n'est qu'une influence idéale d'une monade sur l'autre qui ne peut avoir son effet que par l'intervention de Dieu. L'influence des monades les unes sur les autres n'est pas réelle ou extérieure, objective, mais idéale. En somme, toutes les monades sont réglées les unes sur les autres de telle façon qu'on va avoir l'impression qu'elles agissent réellement les unes sur les autres, alors qu'elles agissent idéalement les unes sur les autres. Si je lève la main pour montrer le bâton, le chien se sauvera, car il était prévu qu'il se sauve à ce moment précis. Les monades sont comme programmées, destinées à développer une formule de base dans leur vie. Ainsi j'étais programmé pour lever le bâton, et le chien était programmé pour fuir au même moment. On croirait voir une causalité réelle, alors que ce n'est qu'une causalité idéale. Telle est l'harmonie universelle. Cependant, l'harmonie universelle des monades, loin de les faire sortir d'elles-mêmes, les maintient dans la prison de leurs perceptions intimes. Leibniz développe en ce sens la théorie des points de vue. 57. Et comme une même ville regardée de différents côtés paraît tout autre et est comme multipliée perspectivement, il arrive de même que par la multitude infinie des substances simples, il y a comme autant de différents univers qui ne sont pourtant que les perspectives d'un seul selon les points de vue différents de chaque monade. Imaginons des personnes placées à des lieux différents, permettant de voir diversement une même ville. Chacune a une vision différente de la ville, mais c'est la même ville. Toutes les monades sont réglées entre elles par Dieu de telle sorte que le monde soit unique en elles, et elles multiples pour un même monde. Cette théorie, loin de restituer la transcendance du monde, sa réalité extérieure ne fait que multiplier les barreaux de la prison de Leibniz, selon laquelle les monades sont enfermées en elles-mêmes.
En effet, ce qui surprend dans l'exemple de Leibniz est qu'il fonctionne même s'il n'existe pas de ville au milieu des observateurs. Supposons en effet différentes perceptions d'une même ville. Si ces perceptions sont si bien accordées entre elles que les esprits ont l'impression de voir une ville hors d'eux, alors ils croiront qu'elle existe même s'il n'y a pas de ville. Ce qui est réel, ce sont les perceptions. Si 4 esprits vivent dans une même simulation, ils croiront en la réalité du monde simulé alors même qu'il n'existe pas hors de la simulation. Ce qui permettrait de lever l'illusion, comme pour le spectateur qui voit le secret du magicien depuis les coulisses, ce serait de sortir de la monade spirituelle pour aller vérifier ou non l'existence de la ville. Mais cela est impossible, rien ne permet de distinguer un monde simulé d'un monde réel. Les portes de la prison de Leibniz tiennent bien leurs prisonniers. Le monde n'est peut-être que le produit d'une illusion, mais d'une illusion si parfaite qu'elle ne saurait se distinguer de la réalité. Il est possible de voir le secret d'un magicien humain, mais comment débusquer un magicien divin? La prison de Leibniz est un vertige du texte. À chaque pas, il semble que cette vision d'âme sans monde représente une menace. À ceci, Leibniz répond en faisant intervenir les corps. 62. Ainsi, quoique chaque monade créée représente tout l'univers, elle représente plus distinctement le corps qui lui est affecté particulièrement et dont elle fait l'entéléchie. À chaque âme son corps, pourrait-on dire. Nous retrouvons ici l'idée cartésienne selon laquelle l'homme se définit par l'union d'une âme et d'un corps. Comment penser une telle union? La réponse de Leibniz est de revenir à la théorie de l'harmonie préétablie par Dieu. Il existe une double harmonie. La monade divine instaure une stricte harmonie entre toutes les monades entre elles en vertu d'une influence idéale, mais aussi entre les monades et les corps auxquels elles sont liées. Toute monade étant un miroir de l'univers à sa mode, et l'univers étant réglé dans un ordre parfait, il faut qu'il y ait aussi un ordre dans le représentant, c'est-à-dire dans les perceptions de l'âme, et par conséquent dans le corps, suivant lequel l'univers y est représenté. Un double ordre se fait face ici. L'ordre qui se trouve dans les perceptions correspond à l'ordre du corps qui perçoit. Grâce au corps, l'univers est représenté dans la monade. Cependant, la relation entre la monade et son corps est complexe. Le corps n'est pas la porte d'entrée réelle par laquelle la monade s'ouvre sur le monde. La monade reste close en elle-même où elle produit ses perceptions. Il y a une harmonie entre le corps et la monade qui donne l'illusion que le corps est la cause externe des perceptions intimes de la monade. Reprenons l'exemple du chien et du bâton. Pour faire peur au chien, je décide de lever le bras en tenant un bâton. Dans mon esprit existe la volonté de lever le bras. Mon bras se lève l'instant qui suit. On pourrait croire que mon esprit a agi sur mon corps. Pour Leibniz, il n'en est rien. Il existe 2 ordres, un ordre des choses corporelles où règnent les causes et un ordre des choses spirituelles où règnent les fins. Le corps est comme un automate artificiel, la monade est comme un automate incorporel. Ces 2 machines sont parfaitement synchronisées comme si elles agissaient l'une sur l'autre. 78. L'âme suit ses propres lois et le corps aussi les siennes, et ils se rencontrent en vertu de l'harmonie préétablie entre toutes les substances. Ces 2 ordres sont réglés exactement l'un sur l'autre, mais demeurent séparés par nature. Le corporel ne peut agir sur l'incorporel. 79. Les âmes agissent selon les lois des causes finales par appétition, fin et moyen. Les corps agissent selon les lois des causes efficientes ou des mouvements. Et les 2 règnes, celui des causes efficientes et celui des causes finales, sont harmoniques entre eux. On pourrait croire que le chien voyant le bâton va s'enfuir, son âme donnant l'ordre à son corps de prendre ses pattes à son cou. Or, il en va de l'âme de l'animal comme de mon esprit. L'âme de l'animal n'agit pas sur son corps et ne perçoit même pas grâce à lui. Le corps de l'animal est tourné vers le bâton et son système optique le voit. Au même instant, la perception du bâton se produit dans l'âme animale. L'instant qui suit, l'âme veut fuir parce qu'elle se souvient de la douleur. L'instant suivant, le corps s'anime pour fuir. Ce n'est qu'une succession, non une causalité. À aucun moment l'âme n'a agi sur le corps. À tout moment, il semble que les âmes, les esprits et les corps ont agi les uns sur les autres. L'illusion est totale parce qu'un Dieu la règle et la dirige. C'est ainsi que Leibniz résout le problème cartésien de l'incommensurabilité des substances. Elles ne peuvent agir l'une sur l'autre, mais elles peuvent être harmonisées de telle sorte à en donner l'illusion.
Un problème demeure et il n'est pas mince. Leibniz affirme qu'il existe des corps hors des monades et un monde corporel où tout est en relation avec tout. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Pour quelle raison Leibniz affirme-t-il l'existence des corps pourtant susceptibles d'être niés dans un système absolument idéaliste? Si nous le disons abruptement, Leibniz recule. Il recule, mais c'est pour de bonnes raisons. Le système des monades est déjà d'une audace métaphysique qui peut rebuter l'esprit le plus averti. Leibniz semble se souvenir des précautions de Descartes dans la première méditation. Mais, encore que l'essence nous trompe quelquefois, touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres desquelles on ne peut pas raisonnablement douter, par exemple que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi, si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé qu'ils assurent qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres. Mais quoi, ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Leibniz trouve l'idée d'une inexistence du monde matériel indéfendable. Il y a des monades pour lui et il faut qu'il y ait un monde. L'idée d'une existence exclusive des monades et de leur perception sans monde transcendant est si éloignée de l'expérience commune et du bon sens qu'il s'y refuse. Le problème est que les monades ont été définies dès le départ comme autarciques. Par conséquent, le vertige qui menace la théorie des monades ressurgit toujours. Pourquoi s'encombrer des corps qui ne sont que des phénomènes? Imaginons en effet un monde composé de monades incorporelles se représentant des composés corporels. Ces composés peuvent n'être que des perceptions internes aux monades. La composition corporelle peut n'être qu'un phénomène interne à la substance simple de la monade. La monade créerait des perceptions, produirait les perceptions propres qui l'amènent à se représenter un corps propre, mais celui-ci n'existerait pas objectivement. Si le simple est incorporel et le composé corporel, comment comprendre que le composé ne soit pas une perception du simple? Leibniz a beau affirmer l'existence des corps en accord avec l'opinion commune et le bon sens, il n'en reste pas moins que le monde corporel peut très bien n'être qu'une synthèse des perceptions des monades harmonisées entre elles. Pourquoi Dieu se compliquerait-il la vie à créer deux systèmes? N'est-il pas plus conforme au principe de raison suffisante et au principe du meilleur de ne créer qu'un seul système, celui des monades, possédant en elles des perceptions intimes qui leur donneraient l'illusion d'un monde réel? Tout ne serait que point de vue. Un monde de monades mènerait au même résultat qu'un monde de monades et de corps. La différence est qu'il serait plus simple et que ce serait une solution, comme le disent les mathématiciens, plus élégante. Les portes de la prison de Leibniz se referment donc encore sur nous. Peut-on y échapper? Et si oui, comment?